Démographie et santé, quel impact et défis en Afrique? C'est le sujet de ce nouveau numéro d'Hebdo Santé. Merci et bienvenue sur Médian. Pour comprendre donc les effets de la croissance démographique rapide sur la santé des populations, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Constant Zion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes démographe et chargé du suivi et évaluation à l'AIBF, qui est l'association ivoirienne pour le bien-être familial. C'est bien ça? Exact. En tout cas, merci donc pour l'honneur que vous nous faites. Nous avons également avec nous mademoiselle Cynthia Kouakou, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG ZVie, qui est l'acronyme de Zéro décès en donnant la vie. C'est bien ça. Alors, et vous avez également bien d'autres casse-têtes, jeune champion SRPF, responsable genre et développement à Page Verte, acteur engagé pour la justice climatique, pour ne citer que celle-ci. Alors, merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, déjà, dites-nous, quel est votre intérêt pour cette problématique démographie et santé? Cette problématique nous intéresse car nous sommes une ONG qui milite pour la santé de la mère et de l'enfant. D'accord. C'est un couple très fragile, en tout cas on comprend. Allez donc, quelle définition, Monsieur Zion, peut-on donc donner à démographie? C'est quoi, en termes simples, la démographie? En fait, la démographie, c'est l'étude statistique des populations. Et cette étude s'intéresse à leur dynamique à travers certaines composantes qui sont la fécondité, les migrations, la nuptialité, c'est-à-dire comment est-ce que les gens se marient, etc. etc. Et puis le démographe, il va au-delà de tout ça et il va être ingénieur avec d'autres sciences, avec la sociologie et la géographie, les mathématiques, pour pouvoir donner encore plus d'explications au phénomène démographique. D'accord. Donc voilà un peu de façon succincte comment est-ce qu'on peut définir la démographie. Donc c'est pour comprendre un peu comment est-ce que la population évolue. D'accord. Comment elle se reproduit. D'accord. Comment est-ce que les gens se marient, parce que c'est ça qui sous-tend l'évolution, comment les gens naissent, comment les femmes font des enfants, etc., etc. D'accord. Comment les gens se déplacent dans l'espace, par exemple. Ça fait beaucoup, hein? Bien sûr. D'accord, on va faire donc un peu l'état de la démographie dans le monde en 2023. Selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale a passé le cap donc des 8 milliards depuis novembre 2022. Soit donc plus d'1 milliard qu'en 2010. Alors, la population, je veux dire, la démographie a augmenté? Bien sûr. Je pense que la population mondiale augmente et va continuer encore d'augmenter selon les projections. Et en tout cas, toutes les projections qui sont faites par les instituts de recherche démographique, et notamment les projections des Nations Unies, nous disent que la population mondiale va continuer à croître. Et particulièrement, cette croissance sera accentuée en Afrique. En Afrique. En Afrique. D'accord. Dans les pays à revenus faibles, dit-on. Effectivement. D'accord. Alors, lorsqu'on regarde un peu les temps, je veux dire avant 2012 par exemple, lorsqu'on fait un peu les comparaisons, est-ce que dans ces dernières années, est-ce qu'il y a eu la démographie, il y a eu plus d'accroissement que par le passé? En fait, la population va croître, mais les taux d'accroissement, ce qu'on appelle le taux d'accroissement moyen, ont tendance à baisser. Donc dans le temps, la population va croître, mais le taux d'accroissement moyen a tendance à baisser. Mais tenez-vous, c'est deux choses différentes. En matière d'effectifs, la population va croître. Mais le rythme de croissance a une tendance baissière. Et cette tendance baissière, elle est un peu partout dans le monde. Voilà. Mais dans des pays à faible revenu, dont vous parlez, notamment en Afrique, ce taux-là est encore élevé. Mais bien qu'élevé, il a une tendance baissière. Et quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire,
on était à 3,3% du taux d'accroissement moyen entre le recensement de 1975 et 1988, et actuellement, entre celui de 1998 et de 2021, on a 2,9%. D'accord. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que la population ivoirienne ne croît pas, mais les taux ont une tendance baissière. D'accord, ça c'est dans vos calculs. Voilà, exactement. D'accord. Alors, est-ce que, je vais dire, cette augmentation de la population, parce que là, on devient beaucoup sur la Terre. Hein. Et effectivement. Est-ce que ça n'a pas, je vais dire, ça n'a pas d'effet sur la santé des populations? Effet, je ne parlerai pas d'effet, mais je vais plutôt parler d'implication. D'implication. Voilà. Parce que la démographie n'agit pas directement sur la santé des populations. Mais par contre, la démographie a des implications, sur la santé. En termes d'implication, et quand je prends les schémas des pays dont on parle tout à l'heure, où la croissance sera accentuée dans les années à venir, notamment en Afrique, vous voyez, ça serait beaucoup de naissances. Donc, il y aura des défis en matière de santé des enfants, et des défis en matière de santé des enfants, des défis en matière de nutrition, parce que ces gens qui naissent, il faut les nourrir. Donc, des défis en termes d'alimentation. Il y aura des défis. Et bien sûr, la nutrition a un impact sur la santé. Donc, tous ces masses de population qui vont naître, si elle n'est pas bien nourrie, alors elle ne sera pas en bonne santé. Voilà. À ce niveau-là, je voudrais ajouter que les 1000 premiers jours sont très cruciaux dans le développement de l'enfant. Les 1000 premiers jours? Les 1000 premiers jours. Après la naissance de l'enfant? Non, les 1000 premiers jours depuis le fœtus. Voilà. D'accord. Depuis la grossesse. Depuis la grossesse, les 1000 premiers jours à compter du premier jour de la grossesse. Après l'accouchement, donc les 1000 premiers jours. D'accord. Et je suis parfaitement d'accord avec elle. Les 1000 premiers jours sont vraiment essentiels pour la santé de l'enfant qui va naître. Et dans la dynamique où nous sommes actuellement dans les pays africains, où on lutte ce qu'on appelle le dividende démographique. C'est-à-dire comment faire que cette population-là, parce qu'on le dit souvent que l'Afrique a une population jeune, mais comment faire pour pouvoir bénéficier, pour que cette population soit jeune, soit de qualité, pour pouvoir apporter quelque chose à l'Afrique. La santé est vraiment primordiale. Puisque si cette population n'est pas en bonne santé, si les enfants ne sont pas bien nourris en bas âge, ce n'est pas évident qu'ils soient des citoyens de qualité, qu'ils soient des cadres, des ingénieurs. Et ça commence depuis la conception de l'enfant. Donc, la croissance démographique vraiment a cette implication sur la santé. D'accord, voilà. On verra toujours cette Et l'autre implication qui est aussi importante qu'il ne faut pas oublier, c'est la santé des femmes. Puisque c'est les femmes qui font ces enfants-là. Donc, la lutte contre la mortalité maternelle, par exemple, ça, ce sont des défis dans un pays où la fécondité est élevée. On doit prendre des dispositions pour ne pas que les femmes meurent en couche, et puis prendre des dispositions pour protéger les enfants, pour baisser aussi les taux de mortalité des enfants. Donc voilà un peu, en gros, ce qui pourrait être des défis en matière de population et santé. D'accord, on parlera donc de ces défis tout à l'heure. Vous qui vous occupez donc de ce couple mère-enfant, M. Gion l'a dit, est-ce que vous faites le constat effectivement que la santé, je veux dire, de ces femmes et de ces enfants-là est mise en mal avec cette démographie qui ne cesse de croître? Parfois, lors de nos sensibilisations, nous avons pour habitude d'expliquer terre à terre. Le dividende démographique, on dit, quand tu as 10 francs, il faut faire un enfant de 7 francs. Parce que l'enfant, il a droit à l'éducation, à la santé. La démographie, elle nous permet de mesurer les indicateurs en termes de santé. Du coup, nous, à l'ONG Zéro Décès en donnant la vie, nous avons besoin de ces indicateurs-là pour aider l'État dans les différents plaidoyers. Alors, je vais dire que le fait que la population s'accroît, est-ce que ça pose un problème à la mère qui porte déjà un enfant? Vous avez parlé des 1000 premiers jours. Est-ce que ça pose un problème? Les 1000 premiers jours sont cruciaux. Une maman qui est par exemple anémiée, elle fera un enfant anémié. Du coup, elle a besoin d'une alimentation saine et équilibrée. D'où la maman doit avoir les moyens pour pouvoir mettre son enfant au monde
l'alimenter de manière saine et aussi pouvoir vaquer à ses occupations, d'où nous, on propose la planification familiale, les méthodes et services de planification familiale. Donc vous pensez que si la fécondité, hein, M. Zion, s'il y a une grande fécondité, elle ne pourra pas bien nourrir ses enfants. Si elle n'a pas les moyens. Si elle n'a pas les moyens. Et en Côte d'Ivoire, on connaît un peu les difficultés en milieu rural, les femmes, aussi même en milieu urbain, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à alimenter de manière saine et équilibrée. On ne dit pas aux femmes de ne pas faire des enfants. On demande aux femmes d'espacer les grossesses pour ne pas contracter des grossesses à risque et aussi de pouvoir élever leurs enfants et aller au travail. D'accord. Je pense que la question mérite... oui, M. Zion. Ok, ce que je voulais ajouter, en démographie, il y a un indicateur qui sous-tend la croissance de la population, c'est le nombre d'enfants, l'indice scientifique de fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme. Voilà. Et il est vraiment... il détermine vraiment sur la santé des femmes. Parce que si dans un pays, on a un indice scientifique de fécondité élevé, cela suggère que les femmes font assez d'enfants dans ce pays. Et une femme qui fait assez d'enfants, où nous sommes aussi tous d'accord que la grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est un risque. La santé de la femme, la survie même de la femme est compromise pendant la grossesse. Est engagée. Voilà. Donc, si la femme fait beaucoup d'enfants, que les dispositifs de papier, les grossesses sont rapprochées. La santé de la femme est compromise. Et je pense que c'est de l'existence de l'ONG de Cynthia pour pouvoir sensibiliser les femmes à pouvoir espacer les naissances au travers des méthodes de planification familiale dont elle parlait tout tantôt. Monsieur Kouakou, aujourd'hui, l'État fait déjà des efforts, mais il y a encore assez d'efforts à faire parce qu'on constate malheureusement des décès à l'accouchement. Aujourd'hui, quand une femme elle est enceinte, et toutes les femmes enceintes pourront le dire, c'est difficile. Est-ce que je vais pouvoir vivre après avoir donné la vie? Nos hôpitaux ont parfois des plateaux techniques qui permettent aux femmes, lorsqu'elles sont en salle d'accouchement et qu'elles ne peuvent pas accoucher par voie basse, permettent à ces femmes-là de pouvoir passer par le bloc pour pouvoir faire la césarienne. Et là encore, il y a un problème parce que dans nos coutumes, il y a certaines coutumes, dans certaines traditions, où on dit à la femme qu'elle ne doit pas accoucher par césarienne. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, nous voulons contrôler l'espacement des naissances. Nous voulons contrôler les naissances pour permettre à l'État d'atteindre le dividende démographique. Et avec toutes ces barrières, je veux dire, sociales, comment vous vous y prenez? On continue toujours les sensibilisations. On continue toujours de mener les sensibilisations. Parce que lorsque la dernière échographie, l'échographie de l'accouchement dit, par exemple, je donne un exemple, il y a un double circulaire du cordon sur, par exemple, un utérus cicatriciel. L'agent de santé, le gynécologue, dit à la dame, avec ce bilan-là, vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Et cette femme qui, dans ses traditions, ne doit pas accoucher par césarienne, elle dit non. Et le PIP se produit si rien ne fait. Exactement. D'accord. Mais en même temps, avec l'État, avec l'effort que l'État fait, déjà, oui. Nous aussi, la population et aussi les agents de santé, on doit se mettre ensemble pour pouvoir atteindre 0 décès en donnant la vie. Et c'est cela donc votre mission, vous, en tant que communautaire. Exactement, car on ne peut pas vouloir donner la vie et la perdre. Bien sûr, bien sûr. Alors, M. Zion, vous l'avez dit tantôt, la croissance donc, de la population mondiale va être portée ou même portée donc, par les pays à faible revenu. J'ai donc envie de vous demander en matière de démographie, est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent donc la croissance? Oui, effectivement, il y a des facteurs, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent la croissance. Et le premier facteur que je voudrais évoquer ici, c'est le facteur culturel. Voilà. Le facteur culturel qui
peut être impliqué souvent aux facteurs économiques. Vous savez, en Afrique, l'enfant est une richesse, c'est un trésor. Voilà. C'est un trésor dans nos cultures africaines. L'enfant est un trésor, il est une assurance vieillesse. Je fais mes enfants, lorsque je ne pourrai pas travailler, ils seront à mon service. Et c'est ça, c'est le moteur qui guide la fécondité des familles, qui vit la fécondité des familles. Donc ce qui fait qu'il y a une forte fécondité et tout naturellement donc la population s'accroît. Effectivement. Et avec l'évolution, aujourd'hui, lorsque on compare le taux de fécondité en milieu urbain, il est faible en milieu urbain, mais il est encore élevé en milieu rural parce que ces facteurs-là sont plus préoccupants en milieu rural. L'autre facteur que je voulais ajouter encore aussi, à part la fécondité, il y a aussi ce que je voulais appeler les migrations. Les migrations, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a une forte communauté étrangère qui viennent d'ailleurs. C'est des personnes qui viennent pour voir grossir le volume de la population. Donc c'est un facteur qui influence la croissance de la population. Voilà, donc je pense que je voulais m'arrêter là pour le moment. D'accord, d'accord. Alors, on a parlé donc des implications. Des implications, donc, vous n'avez pas voulu qu'on parle d'effets, mais qu'on parle plutôt donc d'implications. Oui, effectivement, d'implications. D'accord. Alors, vous, en tant qu'ONG, ces implications, vous les sentez? Vous les voyez, je vais dire, dans vos actions? Oui, nous les voyons dans nos actions. D'accord. Il a dit tout à l'heure que, et ce qui est visible, l'enfant c'est une richesse. Et c'est ce que plusieurs personnes prônent actuellement quand on mène les campagnes de sensibilisation sur le terrain. Non, moi je ne veux pas adopter de méthode contraceptive parce que un enfant c'est une richesse, c'est Dieu qui donne. Mais en même temps que Dieu te le donne, il faut avoir les moyens de pouvoir s'en occuper. Bien sûr. Parce qu'un enfant qui a faim, c'est Dieu qui t'a donné, mais... L'enfant sera misérable et ça fait un poids pour la société. Alors donc il faut trouver des solutions, oui. Je voulais ajouter encore par rapport aux facteurs. L'autre facteur qu'on pourrait évoquer aussi qui a un effet sur la croissance de la population, c'est la nuptialité. Le mariage. Comment est-ce que les gens se marient dans la société? Ah, ça aussi, ça... C'est un facteur qui peut influencer la croissance de la population. Ah bon? Parce que imaginez-vous, dans une société où les femmes commencent leur vie féconde à l'âge de 18 ans, vous voyez que la probabilité qu'elle atteigne les 10 enfants à la fin de sa vie féconde, oui, c'est très facile. Elle est élevée. Mais par contre, dans d'autres sociétés où la jeune fille doit aller à l'école, terminer le cycle universitaire à 25 ans, chercher à rentrer dans la vie active avant de se marier, peut-être autour de 30 ans. Et d'avoir son premier enfant. Alors que la vie féconde s'arrête autour de 45 ans. Vous voyez que la période féconde est réduite. Donc la probabilité pour cette femme-là d'avoir plus d'enfants, elle est faible, quand même si elle le désire, parce que cette période n'est pas extensive. Vous voyez. Donc dans une société où les gens se marient vite, vous allez voir un indice de fécondité qui est élevé. Ce qu'il dit est très pertinent. Très pertinent. Mais moi, je vais aller un peu plus loin parce que cette année, je crois dans le mois de février déjà, on dénonçait plus de 5000 grossesses en milieu scolaire. Ajouté à cela, il y a les grossesses précoces. Et tout ça participe donc à comme on dit ça déjà, à la croissance de la population. Alors il faut trouver donc des solutions. Je ne sais pas si on doit parler de défis. Que doit-on faire selon vous pour ne pas que la croissance démographique donc impacte sur la santé des populations? Surtout même que les experts estiment que la planète comptera 10 milliards d'habitants en 2058. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous on met sur la table les méthodes et services de planification familiale. Est-ce que vous pensez que tout ça a fonctionné? Parce que malgré donc les plannings, je vais dire vos méthodes, la population continue de s'accroître. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Avec
beaucoup de difficultés. Et sur ce point-là, j'appelle à l'État de Côte d'Ivoire pour la gratuité effective de la planification familiale pour toutes les femmes en âge de procréer. Je pense que ça peut régler les choses, la gratuité. Oui, parce que sur le terrain, on observe parfois des couples qui ont envie d'adopter une méthode pour ne pas que la femme contracte très tôt une grossesse, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens pour pouvoir s'en en procurer. Donc si c'est gratuit? Si c'est gratuit, oui. Et actuellement, il n'y a pas de Finder international avec le projet Amplify PF, qui, avec aussi la collaboration de l'État, qui met à disposition de manière gratuite des contraceptifs. Et je peux même citer des endroits où on peut s'en procurer, tels que la PMI de Yopougon, le FSUCOM de Ouassakara, aussi à Daloa, et à Daloa, à Bobo, et aussi à Boaké. D'accord. Alors, Zéro Décès en donnant la vie, vous travaillez sur le territoire ivoirien, mais est-ce que vous avez des contacts avec d'autres organisations dans d'autres pays pour certainement voir leur façon de faire? Dans d'autres pays, pour le moment... Pour le moment, vous êtes circonscrit sur le territoire. Voilà, nous sommes sur le territoire. D'accord. La solution des filles, M. Zion. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle vient de dire, mais je pense que les programmes de planification familiale, leur impact sur la croissance démographique, c'est vraiment à long terme. C'est à long terme. Et la méthode la plus efficace, c'est l'éducation de la femme, la scolarisation de la femme, c'est la lutte contre les inégalités des genres. Parce que si toutes les jeunes filles vont à l'école, imaginez si elles finissent les études universitaires autour de 20-30 ans, avec les défis de l'emploi, avec les enjeux, je pense que ces femmes-là, la fécondité telle qu'on la voit aujourd'hui, cela va contribuer à baisser fortement la fécondité. D'accord, donc vous proposez qu'on puisse l'éducation de la jeune fille, et puis la lutte contre les inégalités des genres. La lutte contre les inégalités des genres. Si on permet à la jeune fille d'aller à l'école, de terminer un cursus scolaire, il faut lui donner des chances égales d'accéder à l'emploi. Voilà, d'accéder à l'emploi. Et ça, c'est vraiment crucial pour pouvoir atteindre le dividende démographique dont elle parlait tout à l'heure. Voilà. Il faut que les jeunes filles soient éduquées, il faut leur donner des chances égales dans la société pour pouvoir accéder à l'emploi. Il faut leur donner des chances de s'exprimer, il faut leur donner des chances d'occuper des postes de décision, voilà, partout, des postes de décision qui soient en politique, voilà, qui soient dans l'économie. Et ça, je pense que ce sont ces... Vous pensez que ça permettra de maîtriser la démographie? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, si la jeune fille commence à vivre seconde à l'âge de 30 ans, pas parce qu'elle a pris les méthodes pour contraception, parce qu'elle avait des défis à relever, notamment avoir ses diplômes, terminer son cursus scolaire, je pense que ça pourra vraiment régler le problème. Voilà. D'accord. Mademoiselle Kouakou, c'est bon? Ça va? Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui qu'on ajoute ça à la planification familiale. Mais je reviens encore sur la planification familiale. Parce que même à 30 ans, quand on veut faire un enfant, avant 30 ans, c'est susceptible d'avoir des rapports sexuels. Et pour une femme qui ne sait pas calculer, qui ne connaît pas sa période de fertilité, même voulant travailler avant de faire des enfants, peut contracter là une grossesse. Donc du coup, je reviens encore sur la planification familiale. Oui, M. Zion est d'accord avec vous. Il a dit que c'est une méthode qui va être efficace au long cours. En fait, je suis d'accord avec Cynthia. Je n'exclus pas, dans ce que j'ai dit, je n'exclus pas les méthodes de planification familiale. Puisque moi, j'ai travaillé à l'AIBF qui fait la promotion de l'utilisation de la contraception. Mais en fait, ce que nous disons, et vous êtes d'accord, les préjugés auxquels vous êtes confrontés sur le terrain, lorsqu'on parle de planification familiale, mais il n'y a que l'éducation qui peut lever ces barrières des préjugés. Exactement. Il n'y a que l'éducation de la femme. Une femme instruite, une femme éduquée, quand vous lui parlez de contraception, mais elle est assise, elle comprend. Mais lorsqu'elle n'est pas allée à l'école, lorsqu'elle n'est pas à l'école, elle ne comprend pas. Mais elle est souvent victime de préjugés.
Voilà. Exactement. Donc imaginez qu'on ait un taux de scolarisation des filles, 80%, 90% des filles et arrivent. Même 100%. Voilà. Parce que l'éducation, elle est obligatoire sur le territoire ça, c'est l'idéal. national. Mais ce que je veux dire, au moins 80%, 90% des filles arrivent au cursus au niveau supérieur en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que vous, association pour la promotion de la planification familiale, vous n'aurez pas d'efforts à faire. Parce que les femmes elles-mêmes se déplaceront pour venir dans les centres pour pouvoir solliciter. D'accord, donc on conclut que la population donc, va continuer à augmenter, mais il faut faire en sorte que cette population puisse donc bien se porter. Il faut contrôler les naissances. En contrôler les naissances, en maîtrisant donc la démographie et tout ce qu'il y a comme implication, Monsieur Zion, c'est cela. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous, mademoiselle Cynthia Kouakou. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de l'ONG Zéro Décès en donnant la vie. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci à vous, Monsieur Constanzion. Vous êtes démographe et chargé du suivi et évaluation à l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Merci surtout à vous d'avoir suivi ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Akora et Michel Yao. À bientôt sur Médian pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.